Bonjour Christine, je suis ravie de te rencontrer et ravie d'avoir cette opportunité de pouvoir t'interviewer. J'aime de mon côté interviewer des femmes qui sont inspirantes, qui m'inspirent moi-même. Et je t'ai découvert notamment grâce à ton livre Wake Up et puis également J'arrête de râler. Mais j'ai pas envie d'en dire plus et puis j'ai envie surtout de te laisser te présenter. D'accord, super. Donc je suis Christine Levicky. Comment me présenter? Je suis française, j'ai grandi en Normandie et je me suis expatriée aux États-Unis en 2000 avec mon mari, enceinte de ma première fille. Et donc cette expatriation a engendré une réflexion sur ma carrière, sur mon métier. J'ai commencé ma carrière dans les ressources humaines. Ouais. Et, et puis, après quelques années d'errance, de questionnement, de maternité aussi, de quelques couches à changer et de tétés à donner, j'ai finalement fait une reconversion vers le coaching en 2005 et je pourrais expliquer un petit peu plus tard ce cheminement. Ouais. Et ma carrière de coaching a démarré très lentement, finalement a réussi à démarrer et tout d'un coup a pris un tournant phénoménal avec le lancement de mon blog J'arrête de râler, dans lequel je raconte, j'avais décidé de raconter chaque jour ma propre aventure parce que j'avais choisi de faire un challenge pour ne pas râler pendant 21 jours consécutifs. Ouais. Et ce blog a extrêmement bien marché sur les réseaux sociaux. Donc, je postais une vidéo tous les jours et les vidéos sont encore disponibles sur le blog j'arrête-de-râler.com dans la section Les 21 jours de Christine. Pour la petite histoire, j'ai mis 4 mois à faire 21 jours consécutifs sans râler. Ouais. Donc, il y a 4 mois de vidéo. C'est ça. Et ce blog a donné naissance, avec son succès, a donné naissance à un livre, J'arrête de râler, dont on pensait vendre 5000 exemplaires et on en a vendu 300 000. Donc ma carrière de coaching a complètement basculé, alors que j'avais une clientèle américaine, a complètement basculé sur une clientèle française. Ouais. Et donc, après J'arrête de râler, j'ai écrit J'arrête de râler sur mes enfants et mon conjoint. D'ailleurs, j'ai pris là, oups, voilà, donc ça c'est le Ah, premier. super. Voilà, ça c'est le J'arrête de râler. Ensuite, j'ai écrit J'arrête de râler sur mes enfants et mon conjoint parce que quand même, on s'est rendu compte qu'on râlait le plus sur les gens qu'on aime le plus au monde. C'est quand C'est même ça. un petit peu dommage. Et ensuite, Wake Up, 4 principes fondamentaux pour arrêter de vivre sa vie à moitié endormie, dans lequel je raconte en fait qu'est-ce qui s'est passé avec ça en fait. Qu'est-ce qui fait que ma carrière a commencé tout doucement. Enfin, je raconte toutes mes galères et tout le développement de mon activité. Et qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, je me suis retrouvée à créer une réussite absolument euh, phénoménale. Alors que quelques mois plus tard, personne ne me connaissait, personne ne savait qui j'étais. Donc, comment j'ai réussi à prendre ma place et comment j'ai réussi à naviguer et à pousser la réussite de ce livre et à la transformer et à l'exploiter au maximum, tout en restant moi-même et tout en m'amusant beaucoup. Mm. Et donc, c'est ce que je raconte dans ce livre. Et au mois d'avril 2018, va sortir J'arrête de râler au boulot avec, Mm. avec notamment toute une plateforme d'ambassadeurs que je vais certifier pour aller animer des ateliers en entreprise sur cette conversation de et si on arrivait à travailler ensemble et à naviguer les frustrations du quotidien, les aléas, les exigences de l'entreprise, sans jouer le jeu du qui a tort, qui a raison, sans s'enfermer dans notre posture de victime et à pointer du doigt les coupables, mais au contraire en étant entrepreneur de notre vie, entrepreneur de notre réalité. Et voilà, donc ça c'est toute une nouvelle aventure qui arrive. Et la nouvelle aventure aussi de cette année, c'est que J'arrête de râler va sortir aux États-Unis. I Quit Complaining va sortir à l'automne Ouais. 2018. Donc il a déjà été traduit dans beaucoup de langues, mais il n'avait toujours pas été traduit en anglais. Donc D'accord. voilà, et sinon je suis maman de trois adorables jeunes filles maintenant, donc de 17 ans, 15 ans et 11 ans. Et D'accord. voilà, nous vivons à Los Angeles, donc depuis 2000, mes enfants ont la double citoyenneté. D'accord. Euh, et On voilà. reparlera tout à l'heure de l'équilibre justement qui n'est pas forcément facile pour aligner notre activité et justement la vie familiale. Et j'aimerais avoir ton regard sur cette notion d'entreprendre. Est-ce que à un moment donné tu t'es dit tiens je vais entreprendre ou est-ce que c'est autre chose qui t'a amené à être finalement entrepreneuse et quel est toi ton regard par rapport à cette notion d'entrepreneuriat?
Alors moi, j'ai décidé d'entreprendre. Alors déjà, j'étais entourée d'entrepreneurs. J'ai grandi dans une famille d'entrepreneurs. D'accord. Mais en même temps, j'ai commencé ma carrière dans les ressources humaines. J'ai dit à ma maman, quand j'avais 16-17 ans et qu'elle a cherché à m'orienter un peu pour mes études, je lui ai dit, moi, je veux aider les gens à être heureux avec leur travail. J'avais beaucoup bossé dans des petits stages, des petits jobs étant plus jeune. Et j'avais déjà eu le cœur brisé de voir des gens le lundi matin dire vivement vendredi. Ouais. Et moi, je me disais, mais quel gâchis! Mais qu'est-ce que c'est triste! Enfin, quel gâchis d'une vie si on peut vivre que samedi, dimanche, si on se sent exister, si on se sent dans la fluidité de la vie que le samedi et le dimanche. Et en général, à partir du dimanche midi, ça s'arrête parce qu'on appréhende le boulot qui Ouais, commence c'est lundi. ça. Je me dis, mince, c'est un vrai gâchis. Donc moi, j'avais ce désir, et je l'ai su assez jeune, que c'était la place que je voulais occuper, c'était d'aider les gens à vraiment trouver leur place dans la vie et développer un rapport fluide avec leur quotidien Ouais, pour pouvoir vraiment en profiter et pour pouvoir vraiment exister. d'accord. Donc j'ai commencé dans les ressources humaines et j'étais vraiment partie sur une voie où j'allais gravir les échelons des grandes entreprises françaises. Donc j'ai commencé dans une filiale de Suez Genesis Eaux et après j'ai basculé sur le groupe Pinot Printemps Redoute en étant mon dernier poste en France, c'était responsable du personnel de la Fnac de Strasbourg. D'accord. Voilà. Et après, je suis partie migrer donc, aux États-Unis avec mon mari. On est parti pour lui parce qu'il avait une offre d'emploi pour une start-up en Californie, qui était quand même le rêve pour un geek. Mm. Voilà. Donc, on est parti. J'ai eu des enfants. J'étais enceinte de ma première fille. Après, j'ai eu ma deuxième fille. Mais dès que ma première fille a eu 1 an, je me suis dit, moi, mère au foyer, là, juste aller au parc tous les jours, ça va pas le faire. J'ai vraiment senti que j'avais envie d'être sur le. Moi, j'adore le travail, en fait. Mm. Je pense que le travail est un terrain de jeu formidable. D'ailleurs, c'est ce que j'explique dans Wake Up, hein. Je pense que le travail est un des meilleurs terrains de jeu pour s'épanouir et pour se sentir utile. Et ça, c'est vraiment d'épanouissement profond. C'est prendre sa place, s'exprimer, activer ce que l'on est et en même temps mettre ça, ce que l'on est et nos talents et nos compétences au service des autres et de se sentir utile. Donc moi, j'adore le travail et je me suis dit au bout d'1 an, ça a commencé à me titiller, me gratouiller. Sauf que avec ma première fille, je crois que quand ça a commencé à me gratouiller sérieusement, je devais être enceinte de la deuxième déjà, où je savais en tout cas que je n'avais pas fini, je savais que j'en aurais pas qu'une. Euh, et donc, l'idée de retourner dans les ressources humaines aux États-Unis, j'ai fait une formation pour réapprendre, adapter le contenu, le droit du travail Ouais, et tout ça. ouais. Une formation d'adulte, hein, le soir, quelques heures, il y avait un programme de 10 semaines. Et après, je me suis dit, mais en fait, ça ne va pas le faire hein, parce que travailler 60 heures par semaine et avoir 2 semaines de congé alors que je vis à 10 000 kilomètres de toute ma famille, ça ne va juste pas être possible. Moi, quand j'ai décidé de vivre à 10 000 kilomètres des gens que j'aime le plus au monde, je n'ai pas décidé de couper les ponts avec eux. Ce n'était pas Ouais, ça la décision du tout. Et c'était ouais. très important pour moi que je puisse rentrer régulièrement. C'était important pour moi que mes enfants puissent être exposés à la France et puissent parler français, puissent connaître leurs cousins. La famille, c'est une de mes valeurs numéro 1. Mm. Et donc, je me suis dit, ben, je ne peux pas retourner en tant que DRH dans une boîte américaine parce que ça va me créer une réalité qui ne me convient pas du tout. Ouais, Euh, donc j'ai passé quelques temps à pas savoir, ouais, vraiment, et à me dire, je sais pas ce qui est pour moi. Et c'est marrant parce qu'à cette époque-là, et ça, c'est une des choses que je voulais transmettre dans cette interview, c'était qu'à cette époque-là, ce qui a été déterminant pour moi, c'est que j'étais dans l'inconnu le plus complet. Je savais que je voulais retourner travailler, mais en même temps, j'étais extrêmement curieuse. Donc, j'étais très ouverte. La curiosité, c'est une énergie très ouverte. Et ouais, donc, quelque part, je me levais le matin et je me disais, je sais pas ce que va être mon prochain job ou mon prochain métier, mais je sais qu'il y en a un. Quelque part, j'avais confiance. J'étais là, ouais. T'avais confiance, ouais. je sais qu'il y a quelque chose pour moi qui va me correspondre. Je sais pas du tout ce que c'est. Mm. Et en même temps, je suis curieuse de découvrir ce qu'aujourd'hui va m'apporter comme indicateur pour me rapprocher, pour trouver en fait. Sur Donc ce chemin, en fait. j'avais vraiment, tous mes radars étaient allumés et j'étais vraiment en train d'essayer de capturer, vraiment d'essayer d'écouter. Tiens, ça m'intéresse, pourquoi ça m'intéresse, ça me parle. Ah tiens, je fais cette rencontre, est-ce que ça a du sens, vers quoi ça m'amène. Donc j'étais très ouverte et en même temps donc curieuse et confiante. Ça a Ouais. vraiment été déterminant.
Ouais, Euh, d'accord. alors, pour la petite histoire, j'ai commencé dans la série d'entreprendre parce que c'était bien gentil tout ça, mais moi, j'avais vraiment envie d'entreprendre. Et enfin, en tout cas, j'avais envie de faire quelque chose. Et donc, la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai monté un petit business. D'ailleurs, c'est une idée pour celles qui vous écoutent parce que moi, je l'ai abandonné, mais je pense que c'est une vraie bonne idée. J'ai développé un petit business de vente de vêtements français pour enfants d'occasion. Donc, j'achetais Mm. les vêtements en France auprès des mamans sur eBay ou dans les foires à tout. Et je les revendais en forme de réunion Tupperware, en fait, avec tous les Mommy and Me Group. Je les revendais dans les Mommy and Me Group et donc j'achetais les vêtements à peu près 5 euros et j'arrivais à les vendre à peu près 30 $. Donc c'était quand même très intéressant en termes de business. Ouais, ouais. Donc ça marchait très très bien et à un moment donné, il a fallu investir pour faire le shipping, pour avoir plus de produits, parce que je vendais tout, j'en avais pas assez. Et là, je me suis arrêtée, je me suis dit, mais Christine, en fait, les fringues, c'est pas ton truc. Enfin, c'est Ouais. rigolo, c'était rigolo là, parce que tu avais été petit, tu pouvais les emmener dans les Mommy and Me Group et tout ça. Mais en fait, moi, monter un business de fringues, d'import-export, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que j'aime, c'est aider les hommes et les femmes à être heureux dans leur travail. Je suis revenue à ma source. Ouais. Et donc là, je suis repartie à me chercher et un jour, j'ai découvert le coaching. Et quand j'ai découvert le coaching, ça a été une révélation totale où je me suis dit, ben voilà, ça, c'est exactement ça. Je vais pouvoir occuper cette posture d'aider les gens dans leur carrière, d'aider les gens dans leur métier, que ce soit qu'ils soient entrepreneurs ou qu'ils soient salariés. Mais je vais pouvoir le faire à mon propre rythme, avec mes horaires, Mm. c'est moi qui définis quand est-ce que je cale mes rendez-vous, c'est moi qui définis à quelle vitesse je veux bosser. Je pouvais vraiment mettre le curseur. Ouais. Quand ma troisième est née et que je suis tombée enceinte de ma troisième, j'ai quasiment tout mis en suspens. Et c'est là où je me suis fait certifier. J'ai fait une formation. J'ai fait 1 an de formation à ce moment-là en me disant, bah, je peux suivre des cours, mais je ne peux pas décrocher des clients. Ouais. Voilà, c'était pas le moment. Donc, c'est ça que j'aime beaucoup dans l'entrepreneuriat, c'est la flexibilité. Euh, c'est, Et c'est ce que tu c'est- disais enfin, c'est ce que tu dis dans Wake Up à un moment donné, de dire en fait, ce qui a été intéressant dans ta démarche et ce pourquoi enfin, cette activité est pour toi, c'est que tu peux la modérer en fonction de ta vision aussi personnelle, enfin, professionnelle et personnelle. Tu disais qu'à un moment donné, bah, tu disais, je sentais que j'avais plus besoin de rentrer en France, donc finalement, j'ai réussi à développer aussi mon activité qui m'a permis de rentrer plus en France. Et donc, en fait, en fonction de ce que toi, tu as envie à ce moment-là, tu tires les fils un peu pour qu'elles voilà, te ressemblent vraiment et que tu t'épanouisses, enfin, que tu voilà. joues, que tu… Ouais. Voilà, moi, par exemple, tous mes programmes de coaching, tout s'arrête en juin et reprend en septembre. Parce que juillet, août, moi, je suis à l'île de Ré. Je suis avec mes enfants, avec ma famille, je suis en Normandie, je suis en France, quoi. Et Ouais. je n'ai pas envie d'être au téléphone à l'heure de l'apéro. Non. Surtout sur l'île de Ré. Voilà. Donc, j'ai mis le business en suspens. Et pareil, donc voilà, ça, c'est très amusant parce que la vie, je pense que quand on est connecté à soi, qu'on est connecté Ouais. à qui on est, et en tant qu'entrepreneur, on peut vraiment se mettre à la bonne place. Ouais. Quand on est salarié, on rentre dans une fiche de poste. Et donc, on doit rentrer dans ce poste et on doit après être à la hauteur du poste, de la description de poste. Quand on est entrepreneur, en tout cas dans mon cas, j'ai pu vraiment créer le poste à l'image de ce que je suis vraiment. Donc, c'est vraiment ce désir de qu'est-ce que je suis, où est-ce que je suis la meilleure. J'ai beaucoup écouté mes clients. Mes clients m'ont dit où j'étais la meilleure. Donc, ce retour de mes clients, ils m'ont beaucoup dit où j'étais la meilleure. Et puis après, c'est de se dire, ça, je le mets au service de quoi? Mm. Quelle est ma mission? Quelle est ma vocation? Qu'est-ce que j'ai envie de… Parce que pour moi, mon business, c'est pas juste développer mon chiffre d'affaires. Mon chiffre d'affaires n'est que le résultat Ouais. de l'impact que j'ai eu dans la vie de mes clients. Donc la question, c'est quel impact j'ai envie d'avoir? Quelle est la chose que j'ai envie d'apporter au monde? Quelle est la pierre que j'ai envie de poser à l'édifice? Et ensuite, je vais développer des programmes, je vais écrire des livres, je vais faire tout ce que je peux autour de cet objectif bien spécifique. Et ça va générer un chiffre d'affaires, ça va générer une activité. Mais donc, j'ai pu vraiment… Et donc, à un moment donné, quand j'étais vraiment dans cet alignement de qui je suis et de quelle est ma vocation, quelle est la contribution que je veux apporter, à un moment donné, j'ai dit à mon mari, moi, j'ai envie de rentrer plus souvent en France parce qu'on rentre tous les étés, c'est super, mais en fait, moi, ça ne me va pas de voir mes parents qu'une fois par an. Mm. De voir mes neveux et nièces, ils étaient nouveau-nés, parfois j'ai même raté la naissance et je les découvre, ils ont déjà 1 an. Enfin, j'avais envie de rentrer plus et j'avais aussi, ma maman avait des soucis de santé, j'avais envie aussi de pouvoir rentrer sans mes enfants pour Ouais. pouvoir vraiment être dans ma posture de prendre soin de mes parents. Et c'est à ce moment-là que J'arrête de râler est arrivé. Et c'est à ce moment-là que voilà, tout s'est passé et toute mon activité s'est développée sur la France et je me suis retrouvée à faire des allers-retours 3-4 fois par an. Ouais.
pour développer cette activité. Donc, c'était chouette. C'était chouette, ouais. C'était en correspondance avec ce que tu voulais à ce moment-là. Voilà. Et est-ce qu'à un moment donné, tu as eu besoin d'argent pour investir dans ton entreprise, notamment au tout début? Et du coup, comment tu as trouvé cet argent? Est-ce que ça a été un blocage d'investir dans des formations, peut-être dans du coaching, dans tout ça? Comment tu as géré ce passage-là? Je me souviens de mon tout premier investissement. J'avais décidé que je serais coach. C'était la révélation. J'étais toute excitée. J'étais là, c'était formidable. En plus, c'était assez classe de dire je vais être coach. Et donc, j'étais toute excitée et tout. Et j'arrive à l'école de mes enfants. Je raconte aux mamans de l'école de mes enfants, c'est la rentrée des classes, que j'allais devenir coach. J'avais eu cette découverte pendant l'été. Et il y a une maman qui me dit ah, mais c'est formidable. Je veux bien être ton mentor. Oh, je rentre le soir. Je dis à mon mari j'ai trouvé un mentor pour m'aider. Et donc, elle m'avait donné rendez-vous la semaine suivante pour qu'on en parle. Et là, on en parle et elle m'explique tout ce qu'elle peut me transmettre. Ça faisait 20 ans qu'elle était coach. Elle était aussi allemande et francophone et américaine. Donc, elle avait aussi Double, ouais. voilà, les deux pays, avoir envie de se développer, d'être nomade et tout ça. Donc, je trouvais ça génial. Et donc là, je la rencontre pour qu'elle devienne mon mentor. Et là, elle m'annonce qu'elle va être mon mentor, mais que ça va me coûter 2 000 $. Et moi, j'étais là, ah, vas-y, je pensais que ça serait gratuit, moi. Je ne pensais pas que ce serait payant. Et c'était une époque où financièrement, ben moi, ça faisait plusieurs années que je ne travaillais pas. Bah oui. Donc, vis-à-vis de ma famille, je culpabilisais un petit peu de faire des dépenses sur moi, alors Ouais. que j'avais rien rapporté. C'était aussi une époque où il y avait eu la crise, le crash.com, juste après qu'on soit arrivé aux États-Unis. Donc, on avait vécu une énorme galère financière. Mm. Avec mon mari, les comptes bancaires étaient loin d'être pleins, très, très loin d'être pleins. Ils étaient même, enfin, on Plutôt à dépensait, sec. voilà, plutôt à sec. On dépensait tous les mois ce qu'on gagnait. Et donc, je ne me voyais pas du tout demander à mon mari de dépenser 2 000 $. Et puis surtout, c'est marrant, le phénomène, c'était qu'il y avait la dépense et puis surtout, il y avait est-ce que je le vaux, est-ce que je le vaux? C'est-à-dire, est-ce que je vais être capable de transformer, est-ce que ça va être de l'argent perdu? C'est Et ça, ça. je pense que très souvent, on se pose cette question-là. C'est-à-dire, est-ce que ça va être de l'argent perdu de dépenser ces 2 000 $? Donc, moi, je suis retournée voir cette coach et je lui ai dit, bah, je suis désolée, je n'ai pas l'argent. Je peux pas, j'ai pas l'argent. Puis je sais pas si vous savez, mais en France, quand on dit j'ai pas l'argent, en général, on nous dit ah oui, c'est vrai, tu as raison, c'est difficile, c'est la crise. Mais elle m'a répondu, elle m'a regardé, elle me dit est-ce que c'est vrai? Mais bien sûr que c'est vrai. Mais si je te le dis, si je te dis que j'ai pas d'argent, tu me dis ah bah oui, c'est vrai, c'est difficile. Tu me dis pas que c'est pas vrai. Ben, bien sûr que c'est vrai que j'ai pas d'argent. Et puis je réfléchis, puis je me dis j'ai quand même un compte d'épargne en Normandie où j'ai grandi, un livret A, où je peux un petit livret que j'avais. Je me souviens, petite, avoir été mettre de l'argent et tout. Et je ne savais pas combien il y avait sur ce compte. Et je suis allée, j'ai questionné, j'ai appelé la banque, j'ai questionné et il y avait exactement 2000, l'équivalent des 2 000 $ qu'il me fallait. Donc, j'ai investi cet argent qui était mon argent, Ouais. qui était mon argent personnel. Et puis, après, moi, j'ai développé une activité qui nécessitait pas beaucoup d'argent. C'est-à-dire que j'ai beaucoup fait moi-même. J'ai fait mon site internet moi-même. Mm. J'ai passé beaucoup d'heures à faire moi-même. J'ai créé mon site internet christinelevicky.com, tout beau, tout joli, il y a 2 ans. Ouais. Or, je suis coach depuis 2005. Et donc, depuis 2005, j'avais au début un site, après j'avais un blog WordPress. Et ben, j'ai tout appris, quoi. J'ai appris comment m'en servir, j'ai appris comment faire, j'ai fait mon marketing. Alors après, j'ai investi après cet investissement initial, j'ai investi dans des formations avec des coachs Ouais. pour me former à l'entrepreneuriat, pour me former à la vente, pour me former au marketing. Et là, j'ai eu des moments, en effet, de terreur. Un jour, je suis allée à une convention et j'ai quitté cette convention. Je m'étais inscrite dans 2 programmes. Et donc, concrètement, c'était des programmes avec des paiements en 3 fois. Et Ouais. donc, je pouvais faire que le premier paiement. Donc, Ouais. voilà, je ne pouvais techniquement faire que le premier paiement. Et donc, je suis rentrée dans mes petits souliers chez moi et j'avais honte. Je ne voulais pas dire à mon mari que j'avais fait ça parce que ça ne se fait pas, quoi. C'est pas, et puis, je me suis dit, bah, Christine, c'est l'occasion de te bouger les fesses. Et maintenant, tu n'as pas le choix. Maintenant, tu n'as pas le choix, tu dois trouver l'argent pour le prochain règlement. Ouais. Donc, j'avais 1 mois et demi ou 2 mois avant le deuxième paiement. Et du coup, ça m'a forcé à arrêter de procrastiner, à aller faire des conférences, J'étais prête, en fait. J'étais vraiment prête à poser. D'ailleurs, c'est pour ça que je sentais que j'étais prête parce que
C'est pour ça que j'avais investi dans ces programmes. Je sentais qu'il n'était pas question que je refasse. Je me souviens très bien, j'avais fait une année de coaching et c'était nul. J'avais réussi à gagner difficilement $500 par mois et j'avais galéré. Et je m'étais dit clairement, je ne refais pas une année pareille. Je sentais il était temps que je me déploie, il était temps que je passe un cap. Et donc, j'avais investi dans ces formations pour ça. Et avant même que la formation commence, j'avais déjà développé mon chiffre d'affaires parce que j'avais dû le développer pour payer la formation. Ouais. Et c'est pour ça que pour moi, cette notion d'investissement, elle est importante parce que c'est déjà aussi un gros travail sur soi finalement. Rien que le fait d'investir sur soi, c'est se mettre de la valeur, c'est accepter qu'on en vaut la peine et se dire et s'obliger à croire aussi en son projet et en ce qu'on veut faire parce qu'on s'engage quoi aussi. On s'engage à réussir finalement dans ça. Voilà, j'ai des clients qui sont venus travailler avec moi à Los Angeles. Et je me souviens très bien d'une cliente et je lui avais dit, mais si tu préfères, si c'est trop compliqué, on attend un retour où je suis en France et on travaille ensemble. On cale des rendez-vous en France et on travaille quand je suis en France. Et elle m'avait dit, non, je veux monter dans l'avion et je veux aller en Californie, travailler avec toi. Parce qu'il y avait c'était au-delà de moi. C'était elle voulait être cette femme qui croit en son projet et qui va monter dans l'avion et qui va aller en Californie travailler avec son coach. Et ça, c'était vraiment c'était très fort pour elle. Très, très fort pour elle et ça a été déterminant dans sa réussite derrière. Ouais. Comment aujourd'hui, avec tout ce qui s'est enchaîné là, de Raleigh, Wake Up et puis tous les séminaires maintenant que tu as mis en place, comment toi tu t'imagines ou de quoi tu as envie comment tu imagines les 5 ans à venir ou dans 5 ans, comment tu t'imagines? J'en sais absolument rien. Ou pas. Je me souhaite dans 5 ans d'avoir encore plus de plaisir. Je me souhaite d'être dans un rapport fluide avec la vie, fluide avec les personnes autour de moi, fluide dans mon corps. J'ai vraiment compris que la source de ma réussite, l'origine de ma réussite n'est pas dans ma tête. J'ai vraiment compris que c'est pas mon cerveau n'est pas le boss. Le patron de ma vie, c'est mon cœur. Et donc moi, ce auquel j'aspire, et ça a tout particulièrement du sens pour moi maintenant, parce que j'ai passé la quarantaine et je sens que je commence à vieillir un peu. Et je veux vraiment vieillir dans la grâce. Je veux pas me rigidifier, me solidifier, enfin me figer. Je veux au contraire vraiment me développer et avoir un rapport avec mon cœur et un rapport avec mon corps de plus en plus fluide, de plus en plus délicieux. Parce que je sais que c'est de là que vont venir mes meilleures idées, que c'est de là que vont venir mes meilleures intuitions, c'est de là que va venir le jus, le nectar de mon avenir et de ma vie et de mon quotidien. Donc, ce que je me souhaite en tout cas, c'est de me sentir vraiment dans cet état-là dans 5 ans. Et je le suis déjà, mais de me sentir encore plus, d'avoir vraiment encore plus dans cet état-là. Après, je ne sais pas parce que je ne sais pas où seront mes enfants dans 5 ans. Ils seront sûrement étudiants. Et je ne sais pas où ils seront. Et je sais que de la même manière que j'ai réussi à adapter mon business quand je voulais aller plus en France et ça s'est fait, ben voilà, je ne sais pas ce que je vais avoir envie de faire dans 5 ans. Oui, pour adapter à ta vie de famille aussi et à ton projet familial. Dans 5 ans, j'aurai plus qu'une seule fille à la maison. Et les 2 autres seront partis. Et voilà, on verra bien où on est à ce moment-là. Et je crois que c'est important. Moi, je parle beaucoup des tripes de mon côté. Quand j'accompagne mes clients, je dis allez chercher dans vos tripes et c'est là que vous allez vraiment trouver ce projet qui vous ressemble, qui vous fait vibrer. Allez chercher cette vibration, quoi. Et je crois que le cœur, les tripes, c'est vraiment ça la base. Et pour moi, c'est aussi l'élément clé qui permet la réussite d'une activité parce que quand on se connecte à cette partie-là, finalement, on est capable de tout et tout peut être possible. Quand on est connecté là, ben, comme tu le dis, on rentre un peu plus dans quelque chose de rigide, de casé, de structuré, mais on n'a pas l'énergie que l'on a quand ça vient des tripes ou du cœur. On a besoin du cerveau. Moi, je dis que c'est formidable parce que quand on est entrepreneur, souvent, en plus, quand on commence, on est seul. Et on se dit, ah, j'aimerais bien avoir un associé ou j'aimerais bien avoir une assistante ou j'aimerais bien avoir quelqu'un. Mais en fait, on l'a, ce quelqu'un, c'est notre cerveau. Notre cœur, c'est le patron. D'accord? C'est le CEO, le PDG, c'est le cœur. Et le patron, c'est le directeur exécutif. D'accord? C'est lui qui va exécuter. Donc, c'est important de mettre chacun à sa place, mais en même temps, on a besoin de notre cerveau, justement, pour réfléchir, pour organiser, pour structurer. Mais ce n'est pas lui qui est la source de la décision, la source de l'intuition, la source de l'orientation, la stratégie. Ce n'est pas le cerveau qui définit la stratégie, c'est le cœur qui définit la stratégie. Là, on est en ce début d'année, j'ai mes décorations de Noël derrière encore.
Et hier, j'ai fait un appel avec les membres du Cercle, qui est mon programme de coaching que je fais en ligne. Ouais. Et la question que je leur ai demandé, c'est euh, pour 2018, vous êtes enceinte de quoi? Vous savez, quand on est enceinte, ben, faut que ça sorte. On n'a pas le choix. Hein. On se dit, ah Non, mince, ça maintenant, se passe comme là, ça. on va encore accoucher. Et là, c'est de se dire, ben, vous êtes enceinte de quoi? Qu'est-ce qui doit sortir cette année? Vous devez accoucher de quoi cette année? Et la phrase que j'utilise en anglais, c'est What wants to happen? Mm. Qu'est-ce qui a envie? Vous sentez, qu'est-ce qui doit se faire? Vous savez que ça va se faire, c'est votre to-do list, ça, ok, on est Ouais. clair. Moi, il y a des choses, je sais que ça va se faire. Mais what wants to happen? Qu'est-ce qui a Mm. envie de se révéler à travers vous en 2018? Ouais. Et pour moi, c'est ça le moteur, c'est d'aller écouter qu'est-ce qui a envie de se révéler à travers moi en 2018. Et après, je vais mettre mon cerveau pour exécuter En cette route chose. pour agir. Ouais, complètement. Voilà. Et alors, est-ce que tu as encore peut-être des doutes ou des peurs qui pourraient venir t'empêcher d'avancer comme tu voudrais, ou si c'est le cas, comment tu les gères? Comment tu arrives à les dépasser pour justement agir comme tu le souhaites? J'ai eu beaucoup de doutes, j'ai eu beaucoup de peurs, notamment à la sorte quand j'ai dû écrire J'arrête de râler. C'était bien gentil, j'avais ouvert un blog, je postais des vidéos un petit peu pourries le soir quand mes enfants étaient couchés. Enfin, pourries dans le sens où je n'étais pas dans un studio. Ouais. Voilà, je l'ai fait le soir quand mes enfants étaient couchés, la lumière était vraiment pas terrible, mais j'avais pas le choix, c'était que là que je pouvais les faire. Et donc, quand j'ai signé un contrat avec un éditeur, j'ai été terrifiée. Je me suis dit, mais Christine, tu n'as pas fait d'école pour apprendre à écrire des livres, tu n'étais pas auteur. Et puis, attends, tu ne vas pas écrire un livre entier sur J'arrête de râler. Je veux dire, tout le monde s'en fout. Puis franchement, Christine, mais pour qui tu te prends? Enfin, je veux dire, Mm. il y en a d'autres qui ont écrit des livres de développement personnel avant toi, bien mieux que toi, surtout aux États-Unis. Il y a vraiment des auteurs super connus. Ouais. Mais pour qui tu te prends? Puis laisse tomber. Je veux dire, ça va être nul, personne ne va en vouloir. Et surtout, j'étais terrorisée, vraiment terrorisée par le jugement des journalistes ou de mes pairs ou des gens. On met tellement sur un piédestal les auteurs. Ouais. Et notamment en France. Moi, j'ai fait des études littéraires. Les auteurs, on les étudie, c'est les grands penseurs. Et du coup, nous, on se dit, moi, j'ai pas le droit de penser parce que moi, je suis pas Rousseau. Moi, je suis pas, je suis pas ce grand penseur. Donc, moi, j'ai pas le droit. Je suis tellement plus petite. Je suis tellement plus imparfaite. Je suis tellement plus. Donc, j'ai pas le droit de poser sur papier mes idées. Ouais. Et ce qui m'a vraiment aidé à ce moment-là, ce qui a été déterminant, et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est le premier principe de Wake Up, 4 Mm. principes pour arrêter de vivre sa vie à moitié endormie, c'est le oser être brillante. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me suis dit, Christine, ce livre, tu ne l'écris pas pour tes pairs, tu ne l'écris pas pour les journalistes, tu l'écris pour les gens qui ont regardé tes vidéos pourries que tu as mis sur ton blog. Et ces Ouais. gens-là, ils t'ont dit qu'ils les aimaient, tes vidéos. Et donc, ces gens-là, ils veulent lire ton livre parce que dans tes vidéos, tu n'as pas pu tout dire, tu n'as pas pu tout raconter. Et quand tu écris, tu as le temps de plus choisir. Ouais. Tu peux donner un travail de Ça meilleure reste qualité. plus aussi pour eux. Voilà. Et je me suis dit, ce que tu as à faire, toi, là, tout de suite, c'est tu as à honorer ce que tu portes en toi. Et donc, on revient encore à la même idée, hein, d'aller honorer ce qu'on porte dans ses tripes et dans son cœur. Et tu as à Ouais. poser sur papier ce que tu portes sur tes tripes et dans ton cœur. Et quand tu fais ça, tu ne peux pas te tromper. Alors, quand je dis tu ne peux pas te tromper, ça veut dire qu'il y en a peut-être qui vont dire que c'est nul, mais en même temps, tu n'as pas cherché à les. Tu as juste dit ce que tu avais sur ton cœur. Donc, à la limite, si les gens trouvent que ce que je crois dans mon cœur est nul, c'est leur problème. Moi, c'est dans mon cœur. Quand on Ouais. joue le jeu de je vais chercher à être intelligente, ou je vais chercher à les impressionner, ou je vais chercher à faire un truc très pro, là, on se détache de ce qu'on est vraiment. Ouais. Et là, on prend le risque de se faire humilier et du coup d'être vraiment d'être blessé. Tandis que Mm. moi, je me suis dit, quand je mets sur papier ce que j'ai vraiment sur mes tripes, je ne peux pas me tromper. Et ça plaira peut-être à 100 personnes, mais ce n'est pas grave. Au moins, ça sera ma Ce sera au vérité. moins 100 personnes et au moins par rapport à ce que tu es toi. Ouais. C'est ma vérité, on ne peut pas me la prendre. On peut pas me dire que ma vérité est fausse. Mm. 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 C'est ma vérité. Donc ça m'a vraiment énormément aidé de me reconnecter à pourquoi je le fais. Et à vraiment rester alignée avec je le fais parce que je le porte en moi et je me sens appelée à le transmettre. Et voilà, je reste connectée à ça. C'est ça qui est important. C'est pas le Mm. jugement de ce que je pense que les autres vont penser. C'est vraiment je le porte en moi et je le mets sur papier et on verra bien si ça plaît ou si ça plaît pas. Je fais de mon mieux. Hein, oser être brillant, ça veut dire oser partager ce qu'on porte en moi, ce qu'on porte en soi, de manière complètement imparfaite. Ouais. Euh,
Alors après, de manière complètement parfaite, il faut aussi pas non plus prendre ce côté imparfait comme une excuse pour mal faire les choses. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, le Oui, livre, je l'ai écrit, il était bourré d'anglicismes, il y avait plein de fautes, mais il y a eu un éditeur qui l'a corrigé, on l'a remis en place. On n'a pas publié un livre de mauvaise qualité. oui. Mais moi, j'ai fait ma part. Moi, j'ai donné tout ce que j'avais à donner. Et après, je me suis entourée de personnes qui, elles, sont venues compléter, corriger et ajuster pour pouvoir transmettre quelque chose à une audience qui soit de qualité. Ouais. Donc c'est aussi savoir faire appel aux bonnes personnes. Quand moi je crois beaucoup en ça, de dire si vous savez pas ou si vous sentez que voilà c'est pas votre zone de brillance justement, vous êtes aussi croyez en votre compétence pour aller chercher les bonnes personnes, soit pour passer un cap, soit pour vous former, soit pour mettre en place un projet spécifique. Oui, clairement. Ce qui est important pour moi, hein, pour ma réussite, c'est de toujours chercher à être à ma place. Et plus je suis à ma place et plus j'occupe ma place, parce que je peux occuper ma place un tout petit peu, tout petit, ou alors je peux occuper ma place. Et Ouais, plus je peux occuper la mienne, et après, je m'entoure de personnes qui, elles, occupent la leur. Je fais toujours très attention aussi à ne pas mettre les gens dans des postures qui ne leur conviennent pas. Par exemple, avec mon équipe, je ne crée pas de description de poste quand je recrute. Je crée des objectifs, je décris plus ou moins les objectifs de ce que je veux et de ce dont j'ai besoin, mon activité a besoin. Et en même ouais. temps, après, ça dépend des gens, les gens, leur nature. Et après, je place les gens en fonction de ce qu'ils sont, plus qu'en fonction de la description de poste. Enfin bref, ça Hmm. c'est une. Ouais. Euh, et donc voilà, je suis constamment dans cette dynamique d'occuper pleinement sa place et après de s'entourer de personnes complémentaires qui vont nous aider. Nous soutenir ou nous aider à passer un cap parce que parfois je prends ma place un tiers mais si je veux passer à prendre ma place à la moitié ou trois quarts j'ai besoin d'un coach ou j'ai besoin d'un Ouais. programme. Moi j'ai investi quand j'avais fait ce fameux investissement ce jour-là j'avais investi 10 000 $. Ouais. Donc oui j'ai dû investir en moi pour me faire aider pour passer des caps pour occuper plus ma place. Ouais. Ouais. Complètement. Et alors, du coup, ce serait quoi pour toi le conseil ou les conseils que tu aimerais peut-être donner aux femmes de projet qui nous écoutent, qui vont nous écouter? Euh, je vais revenir un peu sur mes 4 principes fondamentaux pour arrêter de vivre sa vie à moitié endormie parce que c'est vraiment ces 4-là qui ont été euh, vraiment mes fondations. Ouais. Et je les ai déjà transmis à des centaines de personnes et ça marche pour elles aussi. Donc, je pense que c'est intéressant de ne pas changer quelque chose qui marche. Euh, la première chose, c'est d'oser être brillante. Et donc, oser être brillante, c'est oser aller écouter ce que votre trip vous dit, oser aller écouter ce que votre cœur vous dit et oser croire que ça a de la valeur. Parce que parfois, on entend, mais on dénigre. On se dit, ah non, non, mais on ne se sent pas légitime, enfin, on trouve plein d'excuses, on met le couvercle et Mm, on s'empêche d'honorer ce qu'on porte en soi. On passe une énergie formidable à chercher à être conforme à ce qu'on pense que les autres attendent de nous, mais on s'empêche d'être conforme à ce qu'on est vraiment et à se créer une réalité qui nous permet d'être au mieux de nous-mêmes et de mm. se créer la vie qui nous convient le mieux. D'accord? Ouais. Donc ça, c'est vraiment la première chose, c'est oser être brillante. La deuxième chose, c'est d'aller poser des actes à la hauteur de ses ambitions. Parce que avoir une idée formidable de quelle serait la place idéale pour soi et de qu'est-ce qui serait vraiment un projet parfait, mais ensuite poser des actions merdiques où on procrastine, je dis souvent, tout est créé 2 fois. Il faut avoir une idée Ouais. puissante, une idée brillante, mais après, il faut avoir des actions. Et dans la vie, j'ai remarqué qu'il y avait 2 genres de profils. Il y avait des personnes qui ont toujours plein d'idées formidables, mais quand il s'agit de passer à l'action, il n'y a plus personne. Ou Mm. alors, il y a des personnes qui sont toujours en train d'agir. Moi, j'étais comme ça. J'étais toujours en train d'agir, en train de dépoter, de faire ma to-do list, voilà, fallait faire plein, 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 plein de choses. Mais je savais pas, j'étais pas animée par une idée puissante. Ouais. J'étais juste en train de gérer ce qui venait à moi, juste en train et je me disais, tant que je dépote, tant que j'agis, c'est que je vaux quelque chose. Mais j'étais pas en train d'honorer quelque chose que je portais vraiment en moi. Donc là, Ouais. l'idée, c'est vraiment oser être brillant et poser des actes à la hauteur de cette brillance, à la hauteur de ses ambitions, à la hauteur de cette idée. D'accord? Réunir les deux. Voilà. Le troisième pilier de la table, c'est vraiment 4 principes, c'est la table avec 4 pieds. Le troisième, c'est je crée ma réalité avec mes mots. Et c'est vraiment de réfléchir à quelle est la conversation que je nourris dans ma vie. Est-ce que dans ma tête et avec les autres, est-ce que je nourris une conversation de peur, de limite, de jugement? Est-ce que je suis... Écoutez les mots qui sortent de votre bouche. Ne cherchez pas juste à vous dire... Parfois, on se dit, non, mais moi, je pensais que j'étais extrêmement positive. Je me suis toujours Mhm. trouvée très positive, mais les mots qui sortaient de ma bouche n'étaient pas nécessairement extrêmement positifs.
J'étais Ouais. souvent en train de jouer le jeu du qui a tort, qui a raison, de juger, de râler. Et donc là, l'idée, c'est de mettre un écouteur et écouter les mots qui sortent de votre bouche et posez-vous la question de quelle est la conversation que je nourris avec la vie. Est-ce que Mhm. je nourris une conversation de peur, de limitation, de jugement, ou est-ce que je nourris une conversation de gratitude, de possible, de confiance? Voilà, donc ça c'est vraiment le troisième pilier, c'est quelle est la conversation que je nourris avec la vie? Et moi, pour nourrir une belle conversation avec la vie, ben, je dois aller écouter des livres qui me nourrissent, je dois aller à des stages, à des séminaires, je dois constamment nourrir, parce que je Ouais. ne peux pas nourrir moi une conversation positive si moi je ne reçois pas aussi Ouais. une Ouais. conversation qui me nourrit. Donc, c'est vraiment se mettre dans ce flot de changer la conversation qu'on développe avec la vie. D'accord. Et le quatrième pilier, qui est pour moi qui a été le plus dur pour moi à mettre en place, parce que moi j'étais une femme d'action, et qui pourtant aujourd'hui je le sais est le plus important, c'est je prends soin de ma source. Et ça veut dire, ben, par moment j'arrête l'action, je mets pause et je dis stop et je m'accorde la permission de prendre le temps de reconnecter avec moi-même. Et donc ça veut dire Mhm. dans mes semaines où j'ai déjà trop à faire pour pas assez de temps, eh ben, Ouais. je vais m'arrêter pour aller marcher en nature, je vais m'arrêter pour méditer, je vais m'arrêter pour aller au yoga, je vais m'arrêter pour aller danser. Parce que moi, j'ai trouvé, après à chacun de trouver ses activités, moi, ces 4 activités que j'ai nommées sont celles qui me permettent d'aller connecter avec mon cœur, d'aller connecter avec mes tripes. Et en fait, je sais que la source de la richesse de ma vie et de la richesse de mon business, elle est là. Et Ouais. donc, je peux pas, c'est une illusion de croire que je vais pouvoir écouter mes tripes si je fais pas de la place pour écouter. Je peux pas Mhm. écouter mon cœur quand je suis constamment sur mon téléphone, dans mes emails, avec mes enfants, avec tout le monde qui me sollicite. Je peux pas. C'est une illusion de croire que je puisse écouter mon cœur dans ce contexte-là. Mhm. Mhm. Donc, créer de l'espace pour prendre soin de sa source et pour connecter avec sa flamme intérieure. Donc ça, c'est les 4 principes, effectivement. Et alors, du coup, j'aimerais aussi, dans la continuité de ça, un peu te poser la question, comment tu arrives à concilier justement ce statut d'entrepreneur, tout ce que tu développes, tous ces projets, toutes ces choses et cet être et cette action, les deux que tu mènes en parallèle, et puis en même temps ta vie de famille et donc tous tes objectifs aussi, enfin en tout cas projets familiaux. Euh, on en parlait justement hier dans le cadre du cercle où j'ai expliqué qu'en fait, moi, je pense que l'idée d'équilibre est une illusion. Et en Ouais, fait, c'est jamais équilibré. En fait, c'est constamment en déséquilibre. Mais ce qui fait la différence, c'est d'être constamment en train de réajuster l'équilibre. ouais. C'est en déséquilibre, donc par moment, c'est à fond les enfants et il se passe vraiment pas grand-chose au niveau, enfin pas grand-chose, mais voilà, il se passe moins de choses au niveau du business. Et puis après, tout d'un coup, je sens que non, voilà, c'est bon, les enfants, on a eu la dose, notamment pendant les vacances. Voilà, pendant les vacances, Ouais. c'est vraiment les enfants et le business, bah, il avance moins dans ces cas-là. Mais en même temps, ça sert à rien que je souffre. Je sais que c'est le moment avec les enfants, donc j'en Hmm. profite. Ouais. Euh, et puis, il y a d'autres moments où c'est le boulot à fond, où je voyage, je suis pas là, mes gamins me voient pas pendant 3 semaines, je fais des conférences, ou alors même ils rentrent le soir et ben, je suis encore en train de bosser, il n'y a pas de dîner. Enfin voilà, il y a des moments où c'est comme ça. Et, euh, et c'est OK, en fait. Ouais. Les deux sont OK jusqu'au moment où ça l'est plus, pour moi. Jusqu'au moment où je sens que ben, là, ça va plus. Et donc, je vais rétablir un peu les choses, je vais remettre un peu les compteurs. Et ce qui est important pour moi, c'est que chacun arrive à mettre le moment où il faut réajuster au bon endroit. Parce que ce qui Pas crée de la attendre trop souffrance, tard, en fait. voilà, exactement. Ce qui fait souffrir, c'est quand on laisse trop la famille prendre toute la place. Et à un moment donné, bah, mince, on est hyper dégoûté en fait. Après, on en veut, on a du ressentiment, ou Ouais, ouais. on s'en De veut à soi, on s'en frustration. veut, voilà. Ouais. Ou alors, par moment, on bosse, on bosse, on bosse, et puis après, on se dit, mais mince, je fais que ça, quoi. Donc, c'est de trouver d'ajuster ces régulateurs, en fait, pour que la régulation se fasse au bon moment. Donc, je pense Ouais. que c'est à chacun de trouver son équilibre, à chacun de trouver ce qui lui convient. Et ce qui vous convient l'année dernière n'est peut-être pas ce qui vous convient cette année. Parce que vos enfants changent, votre relation avec votre conjoint change, parce que vous changez avec vos projets. Et il y a des moments, et je pense que ce qui est la clé, en tout cas pour moi, quand je sens que je travaille beaucoup, j'en parle à mes enfants. Je leur dis, je leur Hmm. explique pourquoi, je leur dis le pourquoi. Je leur dis pas maman travaille, il faut me laisser tranquille. Je leur dis bah oui, mais là j'ai mon livre qui va sortir et je dois relire le manuscrit et c'est super important et j'ai du mal et je leur raconte la raison pour laquelle bah, il est 6 heures et je suis encore derrière mon écran Hmm. plutôt que d'être avec eux dans la cuisine. Ouais, qui se sentent un peu intégrés aussi au projet et qui ne disent pas juste ah maman travaille encore ou enfin ce type Voilà. Et puis je me dis, d'image qu'il peut y avoir.
Moi, j'ai 3 filles, je me dis c'est un bon exemple aussi de leur montrer. Ou alors parfois, je leur dis, ben voilà, je vais au yoga, je ne suis pas là parce que c'est important pour moi de me ressourcer. D'ailleurs, mes enfants, tous les membres de ma famille ont bien compris que c'était très bien que j'aille au yoga. Et là, ils vous poussent à aller au yoga. Voilà, c'est ça. Vas-y, maman. Ça fait longtemps que tu n'es pas allée au yoga, non? Voilà, exactement. Donc voilà, cette notion d'équilibre. Alors après, c'est vrai que parfois avec mon équipe, moi je sens bien que mon activité, elle a un potentiel. Déjà, j'ai déployé des choses extraordinaires et je pourrais aller 10 fois plus loin encore. Je le sais. Ouais. Et parfois, ça me frustre parce que je sais que, ah là, mais il y a tellement de choses à faire en fait. Il y a tellement de choses à faire. Et encore une fois, c'est pas pour développer mon chiffre d'affaires. Enfin, si, ça m'intéresse, mais c'est surtout pour. Il y a tellement de choses à apporter au monde, Oui. de la valeur à apporter. Il y a tellement de programmes que je pourrais développer et je sais que les gens les veulent et les attendent. Et en même temps, je sais qu'à la fin de ma vie, ce qui aura été important, c'est que j'ai déployé au maximum ma vie professionnelle, mais que je n'ai pas ignoré ma vie personnelle. Et donc, il y a peut-être des gens autour de moi qui vont beaucoup plus loin, mais ils n'ont pas d'enfants. Ou alors, ils ont peut-être pas, ou alors ils ont des enfants et eux, ça leur convient d'avoir le quotidien qu'ils ont, mais moi, ça ne me conviendrait pas. Oui. Donc, c'est à chacun de trouver et d'exploiter au maximum le terrain de jeu du travail et en même temps de vivre au maximum le terrain de jeu de la famille et de trouver l'équilibre qui convient à chacun. Oui, je pense que la notion d'équilibre, elle est utilisée dans tous les sens, mais elle est vraiment très personnelle. On ne peut pas dire c'est travailler tant d'heures ou c'est avoir tel ou tel rythme de journée qui est bien ou pas bien pour telle ou telle personne. Voilà. C'est à chacun aussi en fonction de sa vie et de ses valeurs ou de ses priorités de vie Voilà. aussi. Mon équilibre ne sera pas ton équilibre. Et mon équilibre de l'année dernière ne sera peut-être pas celui de cette année. Voilà. Et Ou puis, même de la semaine dernière ne sera peut-être pas celui de cette année. oui, voilà. Et puis, De comme cette, tu de cette disais, en semaine. fonction de l'âge des enfants aussi, on rééquilibre des choses. Il y a des choses qu'on veut plus développer, moins développer. Donc, ça s'ajuste. Et je pense que c'est aussi une des belles choses d'avoir son activité, c'est que on peut la réguler en fonction de nos moments de vie et de se dire là, je mets vraiment plus l'accent, là, je me le mets peut-être un peu moins, mais je continue quand même à vivre voilà, ce qui me fait vibrer. Voilà, exactement. Et si c'était à refaire? J'adore Je cette crois, question. je crois que je referai rien. De toutes les façons, pour moi, ça sert à rien de juger le passé parce que le passé est Ouais, passé ouais. et tout ce qui compte, c'est maintenant. Le passé n'existe plus, le futur n'existe pas encore et tout ce qui compte, c'est maintenant. Hmm. Donc, ce qui est important, c'est de faire chaque jour. Le matin, je dis à mes enfants, quand ils partent à l'école, je leur dis make it awesome. Je leur Ouais, dis have a good day, make it awesome. ouais. Et voilà, c'est ça ce qui est important, c'est de rendre chaque jour formidable. Et quand je dis chaque jour, moi, j'ai l'intime conviction que ma vie est globalement, en grande majorité, ordinaire et pas toujours très sexy. Donc, c'est rendre une journée formidable au milieu des lessives, des emails, des conduites d'enfants, du frigo vide, et comment capturer le formidable de chaque jour. Euh, donc, voilà. Ok. Et est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais partager qu'on n'a peut-être pas évoqué? On a déjà parlé plein de choses, mais au cas où. Je pense que là, pour moi, vraiment, il ne faut pas oublier, on a beaucoup parlé du thématique de Wake Up, hein, mais pour moi, ce qui a vraiment été le premier levier, ça a été j'arrête de râler. Et j'arrête de Mm. râler, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, quand on arrête de râler, je me souviens très, très bien, le matin, je me levais et je me disais, Christine, aujourd'hui, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, tu ne seras victime de rien ni de personne. Parce qu'en fait, quand on râle, on croit qu'on est dans notre puissance, on croit qu'on est en train d'essayer de faire changer les choses, mais en fait, on donne notre pouvoir à l'autre. On dit à Mm. l'autre, c'est toi qui as mal fait, ou à l'autre, au président, ou au chauffard sur la route, ça peut être l'autre, ça peut être n'importe qui, à notre Oui, banquier. bien sûr. Euh, et en fait, vraiment de sortir de cette victimisation, en fait. Et moi, je me sentais pas particulièrement victime, hein. J'ai toujours dit que c'était la vie, j'ai toujours trouvé que la vie était belle, mais c'était une petite couche de victimisation presque anodine, presque pas bien grave. Hein, Qu'on mais, voyait presque pas, ouais. mais en fait, elle était là tout le temps. C'était une espèce de couche qui m'empêchait de briller, en fait, qui m'empêchait de. Et je me suis rendu compte que quand je me suis libérée de ça, tout est devenu possible. En fait, pour moi, tout est possible aujourd'hui, parce que comme je suis victime de rien ni de personne, et comme je sais que quoi qu'il arrive, mais quoi qu'il arrive, que ce soit, je peux même dire des extrêmes, un accident de voiture, un cancer, enfin, tout ce qui peut se produire, je ne serai pas victime de rien ni de personne. Enfin, je ne me souhaite pas, mais j'ai déjà vécu des choses assez graves, et l'idée, c'est de ne pas être victime. Alors, on peut souffrir,
on peut être traversé, on peut gérer des problématiques. Voilà, pour moi, la première étape, c'est vraiment de se sevrer. Et quand je dis sevrer, c'est parce que c'est des connexions neuronales qui nous amènent Bah oui, oui, ouais, à constamment choisir la posture de la victime ou Mm. à constamment choisir la posture du qui a tort, qui a raison. Observez-vous et vous verrez, c'est hallucinant à quel point on joue le jeu du qui a tort, qui a raison toute la journée. D'accord? D'ailleurs, au passage, c'est moi qui ai raison, c'est toi qui as tort. Je voulais juste quand même Rééquilibrer les choses. mettre ça au clair. Et voilà, pour moi, là, tout a été possible à partir de là. Alors, c'est comme une liberté que ça t'a offert, c'est un peu ça? Une Ce sentiment, une fluidité? fluidité, une ouverture d'horizon. Ouais. J'ai pu voir ce que je ne voyais pas avant, en fait. J'ai pu voir plein de choses qui étaient là depuis le début, mais que je ne voyais pas parce que le radar des manques était allumé. Le manque, c'est l'écart entre mes attentes et la réalité. D'accord? Ouais. Je voudrais que les choses soient comme ça, qu'un tel fasse ci, qu'un tel fasse ça, qu'un tel comprenne ceci, qu'un tel comprenne ça. Enfin, voilà, toutes mes attentes et la réalité. Et cet écart, c'est ce qui me fait souffrir. D'accord? Quand j'arrête de râler, soit je fais ce qu'il faut pour augmenter la réalité, soit je baisse mes attentes, ou je revisite mes attentes et en tout cas, j'accepte ce qui est. Et quand je suis à accepter ce qui est, ben, du coup, je suis plus dans la résistance toute la journée. Moi, vraiment, ce qui m'a déterminée à arrêter de râler, c'est que je me suis dit, Christine, un jour, tu vas mourir et tu vas réaliser que tu as passé ta vie à résister ta vie. Tu as résisté, mais je parle de choses de banales, comme le lait renversé au petit déjeuner, comme le fait de ne pas trouver des chaussettes coordonnées, comme le camion poubelle sur la route, enfin des trucs qui méritent vraiment pas, de me voler une once de sérénité. Ouais. Voilà. Et donc, quand je décide de lâcher cette espèce de nuage, cette espèce de nuage de brouillard, en fait, bah, du coup, je peux voir la richesse de la vie, je peux voir les possibles de la vie, je peux voir la grâce de chaque instant, je peux voir la beauté des personnes, je peux voir la beauté que j'ai en moi. Il y a plein de choses à voir. Ouais. Le brouillard s'en va. Le brouillard s'en va, voilà. Et alors, s'il y en a qui veulent se lancer dans le challenge aujourd'hui, donc ils peuvent acheter ton livre, ça c'est la première étape. Et est-ce qu'il y a sur le blog, ils peuvent intervenir, partager, enfin s'engager peut-être pour dire qu'ils se lancent dans ce challenge? Comment ça se passe? Voilà, donc il y a plusieurs choses par rapport au challenge. Il y a le livre, évidemment. Donc, il y a le J'arrête de râler qui est général, qui présente vraiment toute la philosophie. Et globalement, quand on lit ce livre, après, on ne peut plus voir ses râleries de la même manière. On a vraiment on a compris l'intérêt et ça crée un engagement beaucoup plus profond sur le challenge. Ouais. Après, si on a une problématique spécifique enfant, avec des enfants en bas âge, tout particulièrement, je recommande J'arrête de râler sur mes enfants et mon conjoint. Ouais. Et donc, il y a J'arrête de râler au boulot qui va sortir au mois d'avril cette année. Donc, on peut déjà lire le livre. On peut aller sur le blog j'arrête-de-râler.com et là, retrouver toutes les vidéos de quand j'ai fait mon challenge. Et puis, il y a maintenant 10 ans d'articles. Non, peut-être pas 10 ans. Pas encore, 7 ans d'articles qui alimentent cette conversation. Quand on parle de réfléchir à quelle est la conversation que je cultive avec la vie, sur le blog, il y a plein d'articles pour vous aider à développer de nouvelles conversations. Et il y a aussi la possibilité de télécharger le kit J'arrête de râler. Et sur le kit J'arrête de râler, ça va être sur la colonne de droite ou en haut. Il y a des outils, il y a une sélection d'articles, les articles les plus pertinents. Et puis, il y a des outils qui sont transmis. Il y a aussi une affiche, vous entrez dans un espace non râleur qu'on peut afficher chez soi. Voilà, il y a différentes choses. Voilà. Et ensuite, il y a la possibilité d'assister à des ateliers. Donc maintenant, on a des ambassadeurs certifiés. Donc, il y a la possibilité de se faire certifier pour certaines personnes si ça les intéresse. Ouais. Et quand on est certifié, donc on est formé et on est capable et on a le droit d'animer des ateliers. J'arrête de râler, soit auprès des familles, soit en entreprise. Et donc là, il y a la possibilité, si vous êtes salarié, de demander à votre direction si c'est possible de faire venir les ateliers dans l'entreprise. Donc, soit vous vous formez vous pour devenir vous ambassadeur, soit vous faites venir un ambassadeur externe qui est déjà certifié. Donc, sur le site j'arrête-de-râler.com, il y a un onglet atelier. Là, vous avez la liste des formateurs en place. Et il y a aussi... c'est en France pour l'instant. À l'étranger, il y a... Non, j'ai des ambassadeurs en Suisse, j'ai des ambassadeurs en Belgique, j'en ai en Australie, j'en ai à La Réunion. Donc, non, on a des ambassadeurs à l'étranger. Donc, en gros, soit vous allez assister aux ateliers qui sont déjà présents chez vous, soit, si ce n'est pas le cas, devenir ambassadeur. Comme ça permettra de diffuser l'information. Voilà, exactement. Super.
Merci beaucoup, Christine, pour ce bel interview. Je crois qu'il y a plein de choses là, qui sont ressorties de notre échange et surtout de beaux piliers ou de belles bases pour justement vivre une vie pleine, pétillante. Moi, j'aime bien ce terme-là aussi et qui brillante et puis qui leur ressemble aussi. Donc, j'espère que ça aidera à toutes les femmes qui nous ont écoutées à passer à l'action et puis aussi à vraiment se reconnecter à elles-mêmes et puis à agir par la suite. Je te remercie. Et puis, je mettrai de toute façon les différents liens que tu me transmettras sous la vidéo pour que chacune puisse aller voir dans le détail tout ce qui relève du challenge et puis également des différents livres que tu proposes. Super. Merci beaucoup d'avoir passé ce temps ensemble. Merci. À bientôt. Au revoir.